Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, chers collègues, honorable assistance, je suis très très content d'être là aujourd'hui avec mon ami François-Xavier Fauvel, une amitié entre nous qui fut d'abord académique, puis une amitié, je dirais, à maintes allures, nous lie depuis quelques années, et c'est au gré de nos rencontres ici au Maroc, sur la côte est des États-Unis ou encore en France, que nous avons consolidé nos liens. Il serait fastidieux et répétitif de parler de votre parcours et de refaire votre curriculum vitae. Il me suffit de dire aujourd'hui que vous êtes professeur au Collège de France, occupant la chaire d'histoire et d'archéologie des mondes africains, que vous êtes actuellement détaché à Jérusalem, Medinat al-Quds, où vous dirigez le centre de recherche français, que vous avez été longtemps directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire si bien nommé pour un archéologue doublé d'un historien que vous êtes Trace de l'université de Toulouse-Jean Jaurès, que vous avez mené des recherches dans ce que je qualifierais d'un triangle africain constitué par Sijil Massa au Maroc, Johannesburg en en Afrique du Sud et et de Addis Abeba, que votre spécialité se réfère au Moyen-Âge africain au pluriel, que votre œuvre, notamment le Rhinocéros d'or, Histoire du Moyen-Âge africain, est traduite en plus de 10 langues, que vous êtes l'auteur d'une œuvre abondante et que vous privilégiez le travail en équipe, sachant, comme le dit le proverbe marocain, qu'une main seule ne sait pas applaudir. Partons justement du travail en équipe. Vous avez avec Anne Lafont, dirigé un ouvrage paru en 2022 intitulé « L'Afrique et le monde, histoire renouée » au pluriel, où vous explorez une histoire africaine du monde et une histoire mondiale de l'Afrique. Dans le premier cas, il s'agit de parler des Africains d'ailleurs, de la diaspora, de la déportation des esclaves. Dans le second cas, des échanges mondiaux et du colonialisme notamment. Sensible à la présence au monde de communautés afrodescendantes, vous et vos collègues africanistes offrez une intelligibilité du monde contemporain à partir de sociétés africaines et de leurs multiples interactions. En tant qu'archéologue, vous participez à l'entreprise ô combien nécessaire d'archiver l'histoire de l'Afrique à partir de fossiles, d'empreintes, de vestiges, de langues aussi. Si je jetais maintenant un regard sur votre œuvre, après avoir évoqué le dernier ouvrage de travail en équipe, ce qui me frappe d'abord, c'est qu'aucune de vos œuvres ne parle d'un peuple noir. Enfin, on respire en vous lisant, vous substituez à l'ethnicisation l'interaction. Oui, il s'agit d'histoires nouées, renouées, et notre estimé collègue Jean-Godefroy Bidima, qui a participé à votre ouvrage « L'Afrique et le monde, histoire renouée », dit souvent à juste titre que l'Afrique, ce n'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de civilisation. De nombreux ouvrages indiquent cependant dans leur intitulé « Histoire des Noirs »,« History of Black People ». Je pense notamment à l'ouvrage de Cheikh Kamara intitulé en arabe « Zuhur al-Basatin fi Tarikh Sawadin », traduit par l'Histoire des Noirs. Et il y a malheureusement une immense méprise sur le mot Sawadin qui réfère non à la couleur noire, mais à la vallée fertile du Sénégal, comme elle réfère à la vallée fertile de l'Irak entre le Tibre et l'Euphrate, mais le biais colonial persiste en mettant la couleur comme emblème des peuples. Aucun de vos titres, je le précise, ne mentionne noir, et vous êtes spécialiste de l'Afrique, et vraiment je vous rends hommage pour cela. Interaction
régime de connectivité, comme vous dites si bien, et non ethnie. Le régime de connectivité, c'est, selon vous, un dispositif, pour parler comme Michel Foucault, par lequel le passé s'offre au regard de l'historien en raison de vastes espaces à traverser, comme le Sahara ou les hauts plateaux éthiopiens. Depuis l'Afrique et avec l'Afrique, nos vies sont en conversation les unes avec les autres à l'heure d'une connectivité croissante, et cette mise en conversation, nous n'en prenons conscience que lors de drames comme la pandémie de la Covid. Mais elle n'est pas moins réelle dans les autres ordres de notre existence qui ne sont pas orientés par les soucis sanitaires. L'un de vos projets est justement de bien faire dialoguer les savoirs d'Afrique avec ceux d'autres régions du monde. On a été, dites-vous, trop habitué à penser l'Afrique comme une juxtaposition d'ethnies, et l'enjeu est plutôt de penser les interactions et les fluidités. Pour vous, c'est le Moyen-Âge global qui offre une vue sur la circulation des marchandises et qui occulte dans le même mouvement la connaissance des conditions concrètes de cette circulation. Alors, vous vous mettez à formuler des hypothèses comme celle qui est relative à la localisation de la capitale du Mali. Partisan d'une histoire optimiste, je vous cite, optimiste, vous savez que souvent, ce que nous considérons comme impossible à trouver renvoie plutôt au fait que nous ne sommes pas assez exercés. Pour preuve, l'excellent travail que vous avez mené pour l'Académie du Royaume du Maroc sur les villes de Sijil-Massa, ce port de sable, carrefour majeur de circulation de marchandises entre le 8e et le 15e siècle, n'était déjà plus que ruine à l'époque de Hassan Louazane, Léon l'Africain, au XVIe siècle. Il est, grâce à vous, sorti de la relative méconnaissance où il était longtemps maintenu. Sijil-Massa est l'emblème d'un passé, je cite, présent et enfui. Le travail que vous avez dirigé dans le Tafilelt avec la Arbir Bati, peut-être est-il présent aujourd'hui, a montré que la ville de Sijil-Massa n'était pas une ville, je vous cite, comme Fès ou Marrakech, mais une constellation de quartiers ayant des fonctions et des temporalités différentes. Si l'on regarde à un endroit, on voit la ville Alaouite, à un autre, la ville Midrarite, des origines. Si on ne voit pas la ville mérinide, c'est qu'on n'a pas cherché au bon endroit. La grande muraille qui est encore préservée est d'époque almohade. Passé, enfui et cependant présent. Cette formule s'adapte à Sijil-Massa, mais aussi à la communauté des Khoï-Khoï. C'est, je vous cite, humains parmi les humains ou les humains par excellence. En bon historien philosophe, vous devez d'abord ôter plusieurs couches d'interprétation, notamment celle de la littérature européenne du XVIIIe siècle consacrée au Hottentot, c'est Khoï-Khoï, avant d'accéder à des pans de l'histoire nécessairement fragmentaires. À la couche de l'Hottentot idéal, vous consacrez un ouvrage à la recherche du sauvage idéal, cet homme vu comme étant à la bordure de l'humanité, pas tout à fait humain et intriguant l'humain. Il y a cette couche, il y a aussi la couche coloniale de l'Hottentot représentant d'espèces différentes qui auraient bifurqué d'un modèle premier, couche bien présente au XIXe siècle, où une curiosité perverse tourne autour de la Vénus hottentote, emblème de la hiérarchie des races et genèse d'un racisme structurel qui survit encore aujourd'hui malgré tous les travaux pour le déconstruire, se nourrissant de fantasmes et surtout de pulsions contre lesquelles le savoir se trouve souvent démuni. Spinoza le disait en son temps, la puissance du faux, quand elle s'exprime, étouffe celle du vrai qui se trouve sans voix. Enfin, il y a la couche du stéréotype selon lequel l'Afrique est le berceau de l'humanité, ou encore, comme le dit Toni Morrison, un fœtus qui a du mal à naître. Nous sommes bien tributaires dans l'histoire de notre espèce humaine de l'Afrique, certes, ce qui ne revient pas du tout à dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas une question d'enfance et ce n'est pas d'abord une question d'humanité. Il s'agit de prendre au sérieux le processus
d'hominisation relatif à l'espèce humaine et le croiser, bien sûr, avec le processus d'humanisation. Cette idée du sauvage idéal, auquel on prête les traits du philosophe européen observant d'une autre rive les mœurs européennes, est un sauvage cérébral, comme aurait dit Clifford Geertz, celui qui n'existe que dans la construction fantasmée de philosophes en quête d'expérience de pensée. Loin des représentations mentales au parfum de stéréotypes, vous participez par votre œuvre à la triple action d'archiver, de restituer et de réparer, dont le versant philosophique est abordé par la philosophe Magali Besson, enseignante à la Sorbonne aujourd'hui, que vous citez. Archiver d'abord le royaume du Ghana, premier A avec accent circonflexe pour le distinguer du Ghana d'aujourd'hui. Le royaume du Ghana, le royaume du Mali, les villes de Sijil Massa au Maroc, durant la période médiévale, sont vos terrains privilégiés. Vous les décrivez en revisitant les travaux de l'Andalou al-Bakri au XIe siècle, d'El-Idrissi au XIIe ou d'Ibn Battuta au XIVe. Cet historien, notamment, nous laisse avec tant d'énigmes, étant moins historien d'ailleurs que voyageur tenté par la fabulation. Vous décrivez ces royaumes courtiers où diplomates et marchands, parfois les mêmes d'ailleurs, sont constamment sur les routes, les formes d'occupation des sols, les techniques utilisées comme la métallurgie, et ces diplomates, ces marchands, seront plus tard des administrateurs coloniaux dont les biais coloniaux ne doivent pas effacer pour autant, selon vous, leurs travaux comme des sources à consulter aussi. C'est le moment pour moi de m'arrêter à des questions de méthode. Méthodologiquement, vous parlez de documentation à trous, de vestiges, de puzzles sans les bords, vu qu'il est difficile de fixer au Moyen-Âge les frontières de l'Empire du Mali, par exemple. Vous parlez de mailles narratives irrégulières, aussi bien que de l'hétérogénéité des témoins du passé pris dans leur ensemble. Aussi, de la disparité des sources écrites externes ou encore de l'équivocité des documents matériels. Tout cela renvoie à ce que Geertz appelait une description épaisse, thick description, et thick description, la description épaisse, elle est faite d'une multiplicité de structures conceptuelles complexes, elles-mêmes renvoyant à une masse de rites, dénoncés, dits ou censurés, comme si l'historien se mettait à lire des manuscrits faits d'ellipses, d'incohérences, les villes situées à un endroit par un chroniqueur alors qu'elles sont à un autre endroit, de commentaires tendancieux. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire sur la Vénus noire dont j'ai parlé tout à l'heure? En un mot, l'historien se trouve en train d'apprendre un étrange langage dont la grammaire se révise souvent au gré de nouveaux documents découverts, sans compter l'extrême fragilité du document observé quand vous vous faites archéologue et qu'à chaque instant de la fouille, vous devez prendre des photos pour analyser le paysage sans cesse changeant de ce que vous découvrez. On est pris de vertige, mais ce vertige est la condition d'une fête de l'esprit qui finit par dire « c'est cela quoi? C'est cela ce que l'on appelle l'histoire ». Je vous cite, un archipel de questions, une mosaïque de thèmes. Restituer ensuite, après l'archivage, plutôt que d'aborder de front l'histoire par le pouvoir politique, par les échanges économiques, vous faites parler les matières organiques vitrifiées, restituant l'histoire des khoï-khoï, ou ailleurs, comme en Éthiopie, vous êtes attentif à ce que vous appelez les seuils écologiques formés par l'escarpement des hauts plateaux, sans lesquels il n'y a ni mosquée oratoire, ni architecture en dur, ni cimetière, ailleurs encore, comme dans le Bushmanland en Afrique du Sud. Il vous arrive de parler du paysage comme d'un palimpseste, attentif comme toujours, moins aux ethnies qu'aux, je cite, transmission et héritage accepté ou nié, aux changements de nom et aux assignations d'identité. C'est ainsi que vous avez résolu, su résoudre l'énigme de la vache chez les khoï-khoï, par justement l'aspect vitrifié de sa bouse, un animal au cœur de toutes les transactions au sein de la société
d'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique du Sud aujourd'hui, qu'elle soit économique, matrimoniale ou judiciaire. La vache fut la trace d'une société perdue. La vache est présente par sa bouse vitrifiée. C'est en investissant ces parcs à bestiaux, que sont les krals, que vous et votre équipe, faite de préhistoriens et d'archéologues, avez su remonter le fil de l'histoire de ce peuple. Vous avez mis en pratique le paradoxe platonicien du mais non, à savoir, si je sais ce que je cherche, pourquoi le chercher puisque je le sais? Si je ne sais pas ce que je cherche, comment savoir, in fine, lors du résultat de ma recherche, que c'est cela que je cherchais? Je vous cite, impossible de savoir ce que nous cherchions tant que nous ne l'avions pas trouvé. Votre méthode a été particulièrement illustrée dans ce livre traduit, je disais, en plus de 10 langues, Le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain. Dans ce livre, vous prenez le parti d'une histoire par fragments en renonçant à un récit unifié, lisse. Chaque fragment, texte, objet, site archéologique, comme ce petit rhinocéros en feuilles d'or trouvé à Mapungwe, en Afrique du Sud, la girafe dont vous allez nous parler aujourd'hui, tout cela nous dit quelque chose de précis en témoignant de relations des sociétés africaines avec l'extérieur et entre elles, pour vous citer à nouveau. Et c'est l'assemblage de ces fragments qui dessine une image d'ensemble, d'où l'image du puzzle qui revient si souvent sous votre plume. Et le dernier verbe que j'ai sélectionné, après archiver et restituer, réparer enfin, vous vous interrogez, comment se fait-il que l'histoire des sociétés africaines souffre d'un déficit de légitimité? On parle d'anthropologie et d'ethnologie pour l'Afrique et d'histoire pour l'Europe, comme si un zeste d'exotisme reste attaché à l'étude de sociétés africaines et un poids épistémique pesant sur l'historien des Afriques qui doit, comme vous dites en permanence, lutter pour la recevabilité de ses travaux et de ses résultats. À n'en pas douter, vos travaux sont reçus et bien reçus dans cette auguste maison qu'est l'Académie du Royaume du Maroc, qui vous accueille aujourd'hui et dans laquelle vous occupez la chaire des civilisations africaines.